Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo une synthèse la plus claire possible de la Seconde Guerre mondiale que j'ai sous-titrée Le plus grand conflit militaire de l'histoire, histoire de frapper les imaginations. Alors, quelques chiffres pour commencer. La Seconde Guerre mondiale a mobilisé environ 100 millions de combattants sur des territoires s'étendant sur 22 millions de kilomètres carrés et elle a causé la mort de 60 à 80 millions de personnes, dont une majorité de civils. Alors, la fourchette de 60 à 80 millions vient du fait que tout le monde n'est pas d'accord sur l'attribution à la guerre d'un certain nombre de morts, par exemple, dues à des famines ou à des internements. Alors, ce chiffre, je vais le détailler maintenant en partant sur la base de 80 millions de morts. Et je remercie d'ailleurs mon collègue Olivier Berruyer, dont j'ai repris le graphique qui me paraît très clair. Voilà. Alors, sur ces 80 millions, on voit tout de suite que deux pays, l'Union soviétique et la Chine, en comptent chacun 20 millions ou plus. Donc, à eux deux, ils font la moitié. Voilà. Et parmi ces morts de la guerre en Union soviétique et en Chine, eh bien, les civils sont majoritaires. Voilà. C'est particulièrement net pour le cas de la Chine, hein, avec seulement, entre guillemets, 4 millions de soldats tués sur 20 millions au total, ce qui veut dire 16 millions de civils. Voilà. Donc ces deux cas sont très particuliers. En fait, on y reviendra tout à l'heure. Ce sont deux pays qui ont été agressés respectivement par le Japon pour ce qui concerne la Chine et par l'Union soviétique pour ce qui concerne l'Allemagne, par des puissances qui n'avaient aucun respect de la vie des civils de ces deux pays. Voilà. Ensuite, on voit de toute façon sur le diagramme circulaire que les civils alliés représentent la majorité des morts de la guerre. Alors, les responsables de la guerre, de cette guerre, c'est beaucoup plus simple que pour la Première Guerre mondiale. On peut clairement dire que les responsables de la guerre se trouvent dans les trois pays qui se sont trouvés ensemble dans ce qu'on a appelé l'Axe. Alors, le pays le plus central, on va dire, c'est le Troisième Reich allemand, dans lequel Hitler est au pouvoir depuis 1933 et qui, dès le départ, met en place une politique extrêmement agressive, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui va être le responsable du déclenchement de la guerre, au moins en Europe occidentale. L'Italie fasciste, eh bien, depuis 1922, Mussolini est au pouvoir. Alors l'Italie fasciste est quand même moins active que l'Allemagne, mais néanmoins elle a des visées expansionnistes, en particulier en Afrique avec l'Éthiopie, mais aussi en Europe du Sud avec l'Albanie et la Grèce. Et enfin, le Japon, avec l'ère qu'on appelle Showa, depuis l'intronisation du nouvel empereur, Hirohito, a aussi développé une politique très, très agressive contre ses voisins. Alors, la Corée lui appartient déjà, hein, mais la Chine va être attaquée, la Mandchourie, par le Japon. Voilà. Donc, ces trois puissances, on peut clairement dire qu'elles sont responsables de la guerre. Alors, en face, leurs adversaires, eh bien, on a en 1940 deux alliés seulement, la France et la Grande-Bretagne, qui se retrouvent relativement isolés, puisque les grandes puissances montantes que sont l'Union soviétique et les États-Unis ne sont pas concernées, et que beaucoup de petits pays ont préféré, en fait, déclarer la neutralité ou essayer de ne pas froisser l'Allemagne nazie. Mais bon, ces pays seront attaqués, la liste est très longue, j'en ai mis quelques-uns, Éthiopie, Chine, Espagne, Autriche, Tchécoslovaquie, Danemark, Norvège, Pologne, Belgique, Pays-Bas, France. Alors j'ai mis l'Espagne parce que, bon, même si c'est un coup d'État militaire intérieur, on peut quand même considérer que la République espagnole a été agressée par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, qui a beaucoup aidé les généraux rebelles, les généraux factieux qui ont déclenché le coup d'État du 18 juillet 1936. Et ensuite, à partir de 1941-42, se reconstitue un groupe de pays très liés entre eux, sous la direction des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique, ce qu'on a appelé la Grande Alliance. Alors, la chronologie de l'entrée en guerre, je la débute avec Hitler au pouvoir, parce que réellement, c'est cet homme qui, par sa volonté de débarrasser l'Allemagne du carcan du traité de Versailles et d'étendre son territoire à l'Est,
dans ce qu'il a appelé un espace vital, un Lebensraum, qui va enclencher de manière quasi automatique cette guerre mondiale. Alors, l'Italie également se retire de la SDN, comme l'Allemagne le fera et comme le Japon le fera, parce que ces trois pays ont en commun de ne plus vouloir suivre les règles qui avaient été édictées après la Première Guerre mondiale, qui était entre autres la première des règles, c'était qu'un pays membre de la SDN n'en attaque pas un autre. Évidemment, ça gêne ces trois puissances qui, du coup, quittent la SDN, et l'Italie attaque l'Éthiopie. En 1936, Hitler occupe la Rhénanie, ce qui était interdit par le traité de Versailles. En faisant cela, il teste la réaction française en particulier, hein, et les Français ne réagissent pas. Donc c'est une victoire importante de Hitler qui va en fait décourager toutes les petites puissances de compter sur l'alliance française. Si les Français ne sont pas en capacité de réagir aux provocations de Hitler, on ne peut pas leur faire confiance. Voilà. La guerre d'Espagne débute aussi en 1936. L'année suivante, le Japon attaque la Chine en 1937. En 1938, les accords de Munich. Alors là, c'est le moment où les alliés, c'est-à-dire Grande-Bretagne et France, sont allés le plus loin possible dans la préservation de la paix et dans le refus d'entrer en guerre contre Hitler. Il faut rappeler que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les opinions publiques sont quand même très pacifistes. Il y a une sorte d'horreur de la guerre qui va retarder, sans aucun doute, la prise de conscience par les opinions publiques et les gouvernements français et britanniques de la nécessité de se préparer à la guerre. Alors, les accords de Munich, on pense que Chamberlain, le représentant anglais, croyait encore en la paix, ce qui n'était pas le cas de Daladier. Il savait que la paix avec Hitler était impossible, mais il pensait que la France n'était pas prête. Et en 1939, un pacte défensif est signé entre l'Union soviétique et l'Allemagne, ce qui permet à l'Allemagne d'avoir les mains libres à l'Est, et il attaque la Pologne. Comme la Grande-Bretagne et la France s'étaient déclarées garantes de l'indépendance de la Pologne, et bien forcément, il déclare la guerre à l'Allemagne, et c'est le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. Alors ici, on voit les personnages qui ont signé les accords de Munich, donc à gauche Chamberlain, ensuite Daladier, puis Hitler, on reconnaît Mussolini. Voilà. On peut dire que ce moment-là est l'extrême de ce que les démocraties ont essayé de faire pour éviter la guerre. Clairement, elles ne la voulaient pas, la guerre, alors qu'en face, on avait un monsieur Hitler qui, lui, la voulait, ou voulait au moins l'utiliser comme menace pour agrandir son espace vital et donner à l'Allemagne ce qu'il estimait être légitime, c'est-à-dire une place dans les plus grandes puissances. Alors, au tout début, la guerre, en fait, est marquée par des succès de l'Axe, en particulier de l'Allemagne. Hein. Là, j'ai mis, en fait, les succès les plus importants, c'est ceux de l'Allemagne. Donc, l'attaque contre la Pologne réussit. Les Allemands occupent la partie occidentale de la Pologne, tandis que les Soviétiques occupent la partie orientale, et s'installent sur le front franco-allemand ce qu'on a appelé la drôle de guerre, c'est-à-dire, en fait, une guerre qui est déclarée, mais sans combat. Voilà. Pourquoi sans combat? Eh bien, les Allemands sont occupés à l'Est en Pologne, et les Français, en fait, ne veulent pas attaquer. En partie parce qu'ils sont marqués par le pacifisme, ils ont construit des fortifications redoutables, hein, la fameuse ligne Maginot, et en plus, le temps joue pour eux, parce que l'Allemagne n'a pas les réserves aussi bien d'armement que de carburant, que d'hommes, etc., que la France et la Grande-Bretagne peuvent avoir grâce à leur ouverture sur le monde. Ensuite, en avril 1940, l'Allemagne attaque le Danemark et la Norvège. Bon, le réel objectif, c'est la Norvège pour pouvoir avoir accès aux gisements de fer du nord de la Suède. En fait. Et le 10 mai 1940, débute la bataille de France. L'armée allemande franchit la frontière luxembourgeoise, puis belge, hollandaise, et enfin le 13 mai, à Sedan, les blindés de Guderian franchissent la Meuse et ensuite foncent vers la Manche qu'elle rejoint au sud de Dunkerque. Et à ce moment-là,
une partie des soldats français et britanniques embarquent à Dunkerque dans des conditions extrêmement difficiles et débute ce qu'on appelle la bataille d'Angleterre, qui, elle, va se dérouler essentiellement dans les airs, parce qu'en réalité, pour des raisons assez diverses, Hitler a préféré faire confiance à l'aviation qu'à la marine. Et donc l'Angleterre va subir une attaque extrêmement violente de la Luftwaffe, c'est-à-dire de l'aviation militaire allemande. Mais le moral des Britanniques ne va pas flancher. Alors là, sur cette carte, on voit très très bien la position centrale du Reich allemand et de l'Italie, et les attaques dans tous les sens, en fait, tout azimut, hein, puisque, par exemple, partant du Reich, on voit qu'il y a des attaques au nord sur Narvik, à l'est, alors sur la Pologne, et au-delà sur l'URSS, mais là, ça anticipe un petit peu, vers l'ouest, en direction de la France. Voilà. Pendant ce temps, l'Angleterre donc résiste, hein, et pendant un an, l'Angleterre est seule, en fait, le seul pays à résister à l'Allemagne nazie. Exactement un an, ce qui vous permettra de mémoriser les dates plus facilement, puisqu'en fait, le 22 juin 1940, un armistice est signé entre la France et l'Allemagne. La France se retire de la guerre. Et donc, l'Angleterre reste seule jusqu'au 22 juin 1941, jour de l'attaque allemande sur l'URSS. Alors là, c'est une image donc de Londres bombardée, et ce qui est assez frappant, c'est de voir donc des immeubles détruits et les gens qui, en vélo, en voiture, à pied, se rendent, alors peut-être pas tranquillement, mais d'une manière assez organisée, se rendent sur les lieux où ils désirent aller, que ce soit le travail ou autre chose. Alors, l'année 1941 donc, est marquée par l'entrée en guerre des géants. Donc, j'ai cité juste avant l'attaque allemande sur l'Union soviétique, qu'on appelle l'opération Barbarossa, et qui a fait basculer ce géant, l'Union soviétique, du côté des Alliés. Enfin, les Anglais n'étaient plus seuls, ils étaient alliés avec l'Union soviétique. Et le fait que politiquement, Churchill, le Premier ministre anglais, soit très hostile au communisme n'a pas empêché qu'il n'a pas hésité une seconde à s'allier avec l'Union soviétique pour arriver à battre l'Allemagne nazie. Les États-Unis, alors, les États-Unis, sous la direction de Roosevelt, leur président, se préparaient à entrer en guerre. On le sait maintenant, ce n'est pas l'attaque japonaise sur Pearl Harbor qui a fait basculer. Hein. Évidemment, ça a rendu quasiment obligatoire quelque chose qui se préparait. Les Américains étaient de plus en plus prêts à entrer en guerre. Et ensuite, donc, ces trois grands, États-Unis, Union soviétique, Grande-Bretagne, ont été comme les leaders hein, du monde libre. On a appelé ça la Grande Alliance. Et ils ont réussi à rassembler autour de gens suffisamment de pays pour amener la signature à Washington le 1er janvier 1942 de la Déclaration des Nations Unies. Alors, pas d'erreur, ce n'est pas les Nations Unies exactement d'aujourd'hui, hein, ce n'est pas l'ensemble des pays, ce sont l'ensemble des pays décidés à se battre jusqu'au bout contre les puissances de l'Axe. Voilà. Alors là, vous voyez sur cette photo deux hommes qui ont été très très proches pendant cette guerre. Hein. À gauche, le Premier ministre anglais Churchill, et à droite, le président américain Roosevelt. Voilà. Ils ont créé une amitié très, très puissante qui correspondait d'ailleurs à l'intérêt et à la cohésion entre ces deux pays. Alors, le basculement de la guerre se passe entre 1942 et 1943. On peut dire que déjà, en 1942, les puissances de l'Axe, en tout cas en Europe, sont moins sur la dynamique. Et en juillet 1942, débute une gigantesque bataille qui mettra aux prises des centaines de milliers de personnes, aussi bien soldats que civils à l'intérieur de la ville de Stalingrad, au bord de la Volga. Et cette bataille va durer 9 mois et elle va aboutir à cet événement qui est la capitulation d'un maréchal allemand. C'est une première depuis 1806. Et Hitler était d'ailleurs très très furieux que Paulus ait capitulé. Mais en réalité, il n'avait pas le choix. Pendant ce temps, à la demande de Staline, qui voulait absolument qu'il y ait ce qu'on appelle un deuxième front, c'est-à-dire que les Allemands soient obligés de lutter contre deux adversaires,
éloignés l'un de l'autre. Et bien, à la demande de Staline, un débarquement allié s'est produit en Afrique du Nord, puis en Italie, et en fait avec l'idée de remonter vers le cœur de l'Europe. Mais en fait, les Italiens vont vouloir faire la paix avec les Alliés, mais les Allemands reprendront le dessus en Italie même et arriveront à bloquer pendant assez longtemps la progression alliée vers le nord de l'Italie. Et ce qui va changer vraiment les choses, c'est évidemment le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. C'est le débarquement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Depuis l'Angleterre, des milliers de barges, de bateaux, de chalands, etc., ont transporté des troupes essentiellement américaines, britanniques, canadiennes. Il faut quand même savoir que le général de Gaulle n'a été averti de débarquement que juste avant. Il y a très peu de Français qui ont participé, quelques-uns, mais très peu. Ensuite, une fois que la tête de pont a été établie en Normandie, évidemment, l'idée était de progresser vers l'Est, vers l'Allemagne. Mais disons que les Français ont obtenu que Paris soit libéré assez vite, relativement tôt, en août 1944, donc 2 mois après le bombardement. Ensuite, les combats ont continué. Hein, ça n'a pas été simple de battre l'armée allemande. La capitulation est intervenue le 8 mai 1945. Alors, en fait, elle a eu lieu en 2 temps. D'abord à Reims, en France, le 7 mai, disons en fin de soirée, et il était prévu que les combats cessent le 8 mai. Mais ensuite, Staline n'était pas d'accord pour que ça se passe en France. Et il y a une deuxième capitulation allemande, à Berlin cette fois, et qui a eu lieu le 8 mai. Et ce qui fait qu'en fait, avec le décalage horaire, en Russie, c'était déjà le 9 mai. Ce qui fait que la capitulation allemande, la fin de ce qu'on appelait en Union soviétique et en URSS aujourd'hui la Grande Guerre patriotique, est fêtée en Russie le 9 mai. En fait. Mais ce n'est que la fin de la guerre en Europe, c'est une guerre mondiale, elle continue en Asie, et en fait, après plusieurs bombardements classiques sur Tokyo par exemple, les États-Unis décident d'en finir et d'envoyer 2 bombes nucléaires sur les villes de Hiroshima et Nagasaki, le 6 et 9 août 1945. Un mois plus tard, moins d'un mois plus tard, le Japon capitule, et c'est donc la fin de la guerre. Voilà une image d'Hiroshima. Le bilan qu'on peut tirer, c'est qu'il faut vraiment retenir qu'il s'agit d'une guerre vraiment mondiale, avec plusieurs théâtres d'opération, dont le Pacifique, dont je n'ai pas beaucoup parlé ici, mais où s'est jouée une bataille à très très grande échelle entre Japonais et Américains. C'est une guerre idéologique, puisque les démocraties alliées à l'URSS ont lutté contre les totalitarismes fascistes, nazis et Shoah. C'est une guerre totale dans le sens d'un investissement massif des pays et des populations dans la production de guerre. Investissement, je ne parle pas d'argent là, mais d'énergie en fait. Et on peut citer 2 cas, par exemple, c'est l'importance pour l'Allemagne que tous les pays qu'elle a occupés fournissent du matériel pour la guerre. Hein, et on pense par exemple à la France qui a contribué par son agriculture et son industrie puissante à l'effort de guerre allemand, directement ou indirectement. On peut penser aussi à la décision américaine de convertir toute son industrie dans la production d'armement. Et enfin, c'est une guerre d'anéantissement dans la mesure où, dans certains cas, on relève une volonté de détruire totalement l'ennemi. Alors, 2 cas sont très clairs, et je les ai cités en début de vidéo. Je les redis. Quand l'Allemagne décide d'attaquer l'Union soviétique, eh bien, elle est prête à ne pas faire de prisonniers. En tout cas, elle supprime physiquement tous les membres du parti, tous les juifs, tous les gens qui sont susceptibles d'opposer une résistance à sa domination. Et de la même façon, quand le Japon attaque la Chine, bon, ben, il y a une absence de respect de la vie des civils qui est, je l'avais rappelé en début de vidéo, 4 millions de soldats chinois tués et 16 millions de civils. C'est énorme. La deuxième manière par laquelle cette guerre est une guerre d'anéantissement, c'est le bombardement des civils. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve déjà même dans la marche à la guerre, hein, avec le bombardement de Guernica très connu,
Ensuite, on a le bombardement de Varsovie, hein, et de Rotterdam. Ensuite, les villes anglaises vont être bombardées. Je vous ai montré tout à l'heure une image de Londres, mais aussi Coventry, par exemple, hein. Et inversement, eh bien, les Anglais et les Américains vont effectuer des bombardements de villes allemandes avec cette idée qui s'est révélée fausse, que quand on bombarde une ville, eh bien, les habitants sont choqués et s'en prennent à leur gouvernement. En réalité, ça ne se passe jamais comme ça. C'est plutôt de la haine contre l'agresseur qui s'exprime dans la population. Donc la ville de Dresde, par exemple, est totalement bombardée. Et je terminerai d'ailleurs cette vidéo par une photo de la ville de Cologne, où seule émerge la cathédrale. Tous les autres bâtiments ont été complètement détruits. Enfin, dernier aspect de cette guerre d'anéantissement, c'est la volonté d'extermination de certains des protagonistes de la guerre. On pense en particulier à l'Allemagne nazie, mais aussi au Japon de la Shoah. L'Allemagne nazie a visé certains types de populations. On pense bien sûr aux juifs, mais il faut aussi penser aux tziganes, aux prisonniers de guerre soviétiques qui sont exterminés physiquement dans des camps ou dans des centres d'extermination. Ils n'ont même pas le temps de rester dans un camp. Donc c'est un troisième aspect d'une guerre d'anéantissement qui fait de la Seconde Guerre mondiale une guerre vraiment à part, complètement extraordinaire, hors norme. Et évidemment, à la fin de la guerre, l'ensemble de l'humanité était dans un souhait que ça ne se reproduise jamais. Espérons que ce soit le cas. Je vous montre donc l'image de Cologne détruite par les bombardements anglais et américains. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé.